Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach et thérapeute holistique pour adultes et pour enfants. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle thématique, enfants hypersensibles, comment les protéger. J'ai le plaisir de partager ce podcast avec Sylvie Portas, consultante, formatrice, coach et auteure spécialisée dans la haute sensibilité et plus globalement dans l'accompagnement sur mesure pour déployer son haut potentiel sensible. Dans ce podcast, à partir du livre de Sylvie qui vient d'être édité, L'hypersensibilité chez l'enfant aux éditions Mardaga, nous vous proposons d'aborder différentes notions. Tout d'abord, nous reviendrons sur ce qu'est la haute ou l'hypersensibilité en général. Ensuite, nous viendrons plus spécifiquement sur les caractéristiques de cette haute sensibilité, en particulier chez l'enfant. Nous reviendrons sur les besoins des enfants pour leur bon développement. Y a-t-il un danger pour les enfants hypersensibles quand ils sont exposés au harcèlement et plus globalement à des environnements toxiques? Pour finir par, pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet. Quelles sont les solutions pour les protéger, notamment quand ils sont hypersensibles? Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Sylvie. Bonjour Sybille. Ravie de pouvoir échanger avec toi sur ce beau sujet qu'est l'hypersensibilité et notamment à partir de ce merveilleux livre que tu viens d'éditer, L'hypersensibilité chez l'enfant aux éditions Mardaga. La première question que j'aurais envie de te poser, c'est hypersensibilité, haut potentiel sensible, de quoi s'agit-il? Alors, je vais essayer d'apporter une définition, même si ce n'est pas si simple de le définir. Alors, tout d'abord, finalement, si on avait à apporter une petite définition assez simple, on pourrait dire que c'est une sensibilité qui est plus élevée que la moyenne. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont avoir une plus grande réceptivité de tout ce qui est stimuli, notamment dans le stimuli dans notre environnement. Donc, ça signifie qu'ils vont être plus sensibles éventuellement aux lumières, aux odeurs, au toucher, et qui vont avoir une plus forte réaction. Donc, une plus forte réaction, alors à la fois dans les sens qui vont être, du coup, qui vont réagir plus fortement, mais également dans les émotions. Et en fait, ça touche à la fois ce qui est donc c'est loin d'être un sujet à la mode, hein, même si aujourd'hui on en parle de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent on en parle sous son versant psychologique, à savoir un trait de caractère. En effet, une caractéristique, mais il y a quand même une partie à ne pas laisser de côté, c'est toute la partie sensorialité, donc les sens, et donc physiologique. C'est pour ça que quand on parle de haute sensibilité, c'est important d'y mettre à la fois la notion de sens, de la sensorialité et des émotions. Et c'est un fonctionnement finalement cérébral spécifique là aussi. Très bien. Donc, en résumé, en effet, ce n'est pas une mode et d'ailleurs, dans ton livre, tu retraces bien le fait que cela a toujours existé. Il s'agit, d'un trait de caractère et à la fois une combinaison donc des sens, des émotions et d'une spécificité au sein du cerveau. Si on zoome sur l'enfant, quelles sont les spécificités? Alors, l'une des premières pionnières à avoir vraiment parlé d'hypersensibilité, c'est Hélène Aron, dans les années 90, et elle a mis en avant 4 caractéristiques, concomitantes qu'on peut retrouver chez un enfant, hautement sensible ou un adulte hautement sensible, hein. Donc là, on peut transposer ce que je vais dire. Tout d'abord, on peut résumer par une plus grande profondeur de traitement des informations sensorielles. Alors, pour décoder, c'est ce que je disais tout à l'heure finalement, c'est que toutes les informations sensorielles environnantes vont être traitées de manière très approfondie. Ce qui fait que, voilà, on peut ressentir et capter beaucoup d'informations et souvent, ça va s'accompagner de on va le retrouver chez les enfants qui vont être très observateurs, qui vont avoir le sens du détail, des nuances, voilà, qui vont être, happés, par tout cela. Une deuxième caractéristique, du coup, qui est très en lien avec ce profondeur, dans le traitement des informations sensorielles, ça va être une réactivité émotionnelle plus élevée.
Et associé à cela, on voit souvent une empathie plus élevée. Donc l'empathie, cette capacité à comprendre l'autre, voilà, donc qui est généralement plus présente. Il y a aussi associé à cela une autre caractéristique qui est la conscience plus développée des subtilités de l'environnement. Donc ça on en revient à cela, c'est-à-dire que, d'ailleurs je fais souvent ce parallèle, c'est ce côté finalement intuitif. Cette capacité à, capter le non-verbal, aussi beaucoup plus facilement. C'est-à-dire, ils vont tout de suite sentir, la cohérence ou l'incohérence dans le discours parce qu'ils vont capter beaucoup de choses au niveau aussi non verbal. Et puis, il y a une autre caractéristique, une quatrième, qui a été mise en avant par Hélène Aron, c'est le fait que, eh bien, cette profondeur de traitement des informations, qui va amener des réactions émotionnelles, une conscience plus développée, et cetera, plus présente, va aussi amener, en ricochet, une vraie saturation et fatigabilité. Parce qu'en fait, il y a tellement trop d'informations et bien que, on a besoin quand même de filtrer des infos, hein. Et donc là, en fait, il va y avoir un peu un effet saturation qui va se manifester par, voilà, des surréactions qu'on va considérer parfois comme des surréactions liées à ce mode de fonctionnement particulier. Donc voilà, c'est les 4 caractéristiques et il y en a une 5e qui a été mise en avant, qui est une sensibilité avantageuse, mais on en parlera peut-être tout à l'heure parce que je pense qu'il y a certaines questions, voilà, qui nous permettront d'approfondir ça. Y répondre. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on aborde la question des besoins de l'enfant hypersensible pour son bon développement. Pour, rappeler la question des besoins en général des enfants, alors j'invite à aller sur le précédent podcast où la question a été traitée. Les besoins de tout être humain selon la pyramide de Maslow et les besoins spécifiquement de l'enfant selon la théorie de l'attachement développée par John Bowlby mettent en avant le fait que, au-delà d'être présent, l'enfant a besoin que le parent lui porte attention, fasse preuve d'empathie, le soutienne, le comprenne dans ses besoins et dans sa position d'enfant. Il a en fait un besoin essentiel de sécurité et d'amour. Ça, ce sont les enfants en général. Alors, qu'en est-il des enfants hypersensibles et notamment par rapport à les caractéristiques que tu as pu exposer juste auparavant? Alors, j'aime beaucoup ce que tu rappelles là sur les besoins finalement, fondamentaux et toute la théorie de l'attachement parce que j'ai envie de dire, ça concerne vraiment tous les enfants et donc dont les enfants, hautement sensibles. Donc ça s'y prête pleinement. Après, je dirais que il y a des besoins qui vont être spécifiques vraiment, quoi qu'il en soit chez les enfants hypersensibles, il va y avoir des besoins de toute façon aussi spécifiques à chacun au regard de sa singularité, de son environnement, des situations traversées. Donc vraiment, on reste sur quelque chose où moi, ce que je trouve essentiel, c'est toujours d'aller regarder dans la singularité comment ça se manifeste d'un enfant à l'autre. Donc vraiment de rester aussi dans ça. Oui, parce que tu soulèves un point, il n'y a pas un enfant hypersensible, mais à chacun son hypersensibilité. Exactement. On ne pourrait pas faire de portrait robot, comme je dis, de l'enfant hypersensible. Ça va se manifester. En plus, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que ça va se manifester de manière différente. Notamment, on sait que parmi les personnes hautement sensibles, il y en a certaines qui vont être plutôt introverties. Il y a une autre part, certains autres qui vont être plutôt du côté, vont être extravertis et d'autres ambivertis, c'est-à-dire qu'en fonction des situations, ils vont naviguer sur quelque chose d'un peu plus d'une introversion ou d'une extraversion. Donc déjà, là, on voit bien que les manifestations peuvent être vraiment très différentes. Souvent, on représente l'enfant hautement sensible comme un enfant très introverti, voilà, qui est plutôt dans une timidité extrême, ou la personne qui est en permanence en train de pleurer. Ça, c'est des caricatures, j'ai envie de dire, de la haute sensibilité, bien évidemment. Alors, si on en revient sur les besoins plus spécifiques en lien avec les caractéristiques. Tout d'abord, je dirais qu'un premier besoin, c'est d'apprendre à apprivoiser ces hyperesthésies. Les hyperesthésies, c'est ces sens qui sont, OK. stimulés
et à des voilà et donc qui amène finalement de la saturation et une hyperstimulation. Donc par exemple, si mon enfant en effet a une sensibilité, auditive importante et que on le sait, eh bien on va porter une attention à cela. Si toute la journée par exemple on a navigué, au supermarché, ou qu'il a passé toute sa journée à l'école où là les sens sont, plus sollicité et ce n'est pas étonnant en arrivant à la maison qu'il soit en état de saturation et donc ça va être important de pouvoir lui apprendre à avoir des espaces de retour au calme qui vont éviter encore de rajouter de la surstimulation. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se confronter à cette réalité-là, mais ça veut dire qu'il va falloir identifier au fur et à mesure et apprendre l'enfant lui-même, hein, à identifier: «Tiens, là, peut-être que j'ai un peu trop de stimulation, donc je vais m'octroyer des temps de retour un peu au calme, d'apaisement» et cetera. Donc les hyperesthésies, ça peut être sur tous les plans, hein. Donc là, je prends l'exemple du bruit, mais ça peut être sur plein d'autres choses. Une chose importante aussi à prendre en compte pendant les besoins en tant que parent ou professionnel de l'accompagnement, ça va être tout ce qui va générer aussi de l'hyperstimulation, comme les écrans, par exemple. Mmh. Donc de quelle manière aussi j'accompagne ce sujet-là? L'alimentation. On sait aujourd'hui, hein, que notamment des consommations trop importantes en sucre, alors là pour les enfants ça ne concerne pas, mais la caféine et cetera, tout ça ce sont des stimulants. Donc l'alimentation va jouer aussi sur ces systèmes nerveux un peu plus sensibles, va jouer aussi un rôle important. Donc d'être dans l'observation aussi de ce qui se passe et comment ça se manifeste chez son enfant. Donc ça, c'est sur la partie hyperesthésie. Mais quand je rappelle que c'est aussi une histoire de sens, donc c'est important d'en prendre soin. Une deuxième chose, c'est d'accueillir et d'apprivoiser les émotions. C'est un apprentissage, mais j'ai envie de dire c'est un apprentissage pour nous adultes, hein, là, l'idée n'est pas de leur demander d'avoir une maîtrise incroyable de tout ça, c'est vraiment un cheminement. Mais d'apprendre, je dirais, au quotidien, dans les situations, à accueillir les émotions, à les décoder, et non pas à les gérer tel qu'on gérerait un dossier, mais finalement à apprivoiser, progressivement ces émotions, à les entendre pour pouvoir identifier les besoins qui sont derrière. Ouais. Une émotion, c'est un message. Elle vient juste c'est un peu notre GPS, notre boussole. Elle vient nous dire quelque chose, de quelle manière j'entends ce qu'il y a et surtout de quelle manière j'entends, on parle des besoins, le besoin qui pourrait être caché derrière. Très bien. Et après, ça va être aussi d'apprivoiser, tout ce qui va être lié au stress, tout ce qui va être lié à, alors souvent on me dit, «Bah oui, mais, cet enfant, il est trop empathique». Et ce que je ne crois pas je ne crois pas au fait qu'on soit trop empathique. En revanche, cette empathie qui est vraiment un cadeau sur beaucoup, beaucoup de choses, c'est de quelle manière je l'équilibre avec d'autres aspects. C'est-à-dire que l'empathie vraiment est une belle ressource pour l'enfant. En même temps, je vais apprendre à l'apprivoiser avec d'autres choses. L'empathie ne doit pas empiéter non plus sur, la prise en charge, l'accueil de ses propres besoins. C'est un équilibre à trouver. Et puis, je dirais qu'un autre besoin, c'est, de mettre cette conscience élevée qu'ont les enfants hautement sensibles au service de la créativité, de la réalisation de soi, de la prise de décision. C'est-à-dire que c'est vraiment d'utiliser tout cela et c'est pour ça que la créativité, c'est laisser des espaces dans lesquels la créativité, elle va pouvoir se manifester de manière différente. Quand je parle de créativité, c'est pas uniquement, hein, souvent on voit le côté, passer par, la peinture, les arts, le côté un peu artistique, mais ça peut se manifester de plein de façons, cette créativité. Donc de quelle manière j'offre ces espaces où je permets à l'enfant de manifester sa créativité, sous plein de formes. Très bien. Donc c'est très clair, donc très complémentaire avec ce plus pour ces enfants hypersensibles. Tout ça nous amène à une question qui est, quand on dit l'enfant hypersensible, donc plus de sens, plus d'émotions, plus d'empathie. Est-il donc plus exposé à un danger quand il est face à des personnes ou un environnement plus global toxique? Un enfant hypersensible, on l'a vu quand même, est très vulnérable et dépendant des personnes qui l'entourent. Donc sa famille, l'école, plus globalement la société en général.
J'ai l'impression que si ce qu'il est ou ce qu'il ressent est nié ou même exploité de façon perverse, il va être perdu, se construire sans le moindre repère et peut-être dans un rejet, voire une culpabilité. L'enfant hypersensible dont les sens sont tellement stimulés a besoin de ce que tu dis, de beaucoup de sécurité, d'affection, de calme. Si c'est pas ça, il est enclin à rapidement saturer dans ses ressentis désagréables qui vont le ronger. Et son besoin de trouver du sens et ses questionnements peuvent faire de lui une proie idéale finalement au harcèlement moral ou à toute personne toxique, manipulatrice qui va utiliser ça de façon consciente ou inconsciente et placer cet enfant dans ce qu'on appelle un peu un triangle de la manipulation. Et ça peut donc avoir des impacts sur d'abord des maladies récurrentes, parfois des troubles du comportement, voire plus du type trauma de l'enfance. Pourtant, j'ai le sentiment que d'autres enfants hypersensibles s'en sortent très très bien et qu'il ne faudrait pas, on partage le point, installer ça comme une croyance. Alors, est-ce que tu veux nous donner ton avis sur le sujet? Merci d'avoir posé tout ça. Je partage, hein, cet avis que, l'idée n'est pas d'aller dans une croyance qui amènerait à envisager que, de toute façon, l'enfant hautement sensible, hem, enfin, de considérer cela comme une faiblesse et par avance comme, justement un handicap de départ qui amènerait, tout un tas de choses, difficiles, dures, voire, dramatiques aussi. Donc pour ça, je dirais, une chose, c'est que donc j'ai pas envie d'affirmer en effet que l'enfant hautement sensible serait plus propice au harcèlement, au risque de créer encore une croyance, un biais cognitif là-dedans. Comme on le disait, il y a plusieurs manières de manifester sa haute sensibilité. Ce qui est certain, en revanche, et ça, c'est une étude qui avait mis en avant cela, bon, je parlais tout à l'heure de sensibilité avantageuse, c'est que l'enfant qui grandit dans un environnement de stress, de maltraitance, de rejet de la sensibilité, est plus susceptible d'être en moins bonne santé, donc plus anxieux, tomber plus facilement malade, également d'avoir des relations sociales moins faciles, moins nombreuses, d'être moins bien intégré, de vivre, des expériences de harcèlement. Mais qu'en revanche, dans ce qui est mis en avant, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'à contrario, un enfant hautement sensible qui est dans un environnement suffisamment bienveillant, soutenant, accueillant de sa singularité, sera plus susceptible que d'autres d'être encore en meilleure santé, d'avoir de très bonnes relations et d'être pleinement intégré. Je tiens quand même à préciser une petite chose, s'il y a des parents qui nous écoutent, quand on dit parce que parfois on peut constater et se dire: «Bah, mince, mais mon enfant, je vois qu'il vit des situations de harcèlement, il a une haute sensibilité, il a» et vraiment pour ces parents-là, juste de dire que lorsqu'on parle d'environnement bienveillant, ça ne s'arrête pas uniquement alors bien évidemment, il y a l'environnement familial qui va jouer un rôle important, mais il n'y a pas que. Il y a aussi vraiment, quand on parle d'environnement et on partage, on en parlait, Sybille, on partage vraiment l'environnement, c'est, l'environnement scolaire, l'environnement, je dirais la société, je veux dire les rencontres, l'entourage. J'entends souvent des parents inquiets, avec beaucoup de culpabilité par rapport à ce qu'ils observent et de dire que vraiment, il y a à prendre en compte, l'ensemble, hein, quand on parle d'environnement. Et d'autant plus que nous sommes, on ne peut pas nier que depuis quelques années, là, les enfants et les adolescents, moi, j'en ai de plus en plus en consultation, hein, qui vivent pas mal de situations parce que le contexte en tant que tel est aussi un peu anxiogène. Tout à fait, tout à Hein, fait. donc vraiment à prendre en compte. Pour dire qu'en fait, au contraire, la haute sensibilité à partir du moment au contraire, il y a une capacité en plus si on revient sur ces sens et cette capacité à capter, à partir du moment où, l'enfant apprend suffisamment à rester en contact avec ce qu'il ressent. C'est ce qu'on perd souvent, hein, au fil du cheminement. Les enfants sont naturellement très connectés à leurs ressentis. Tout à fait. En fait, c'est tout ce qui va arriver après où on va leur apprendre des fois à se déconnecter de leurs ressentis, mais malheureusement, on voit aussi ce que ça peut apporter et on retrouve de plus en plus d'adultes, hein, qui retravaillent sur tout cela après.
Parce qu'en fait, si à partir du moment où ils sont à l'écoute de leurs ressentis, ils vont faire des choix qui pourront être tout à fait justes, adaptés et au contraire, hein, vraiment les guider déjà pleinement. Oui, donc finalement, un enfant hypersensible qui est entendu, qui est respecté dans ce qu'il est, qui a conscience, parce que tu évoques ça aujourd'hui et très bien aussi dans ton livre, qu'il a une conscience plus grande de lui-même et de son environnement, finalement, sera même plus fort et, et plus résistant par rapport à l'entourage et l'environnement. Oui, oui. Et c'est la même chose pour nous adultes, hein, bien évidemment. Donc oui, enfant ou adulte plus tard, tout à fait, Mmh. très bien. Alors j'ai envie de dire, pour une enfance protégée, c'est aussi l'enfant au cœur du sujet. Mmh. Donc quelles sont les solutions pour permettre à ces enfants hautement sensibles, hypersensibles, d'avoir conscience de tous ces potentiels qu'ils ont en eux? Alors, si on refait le lien avec ce qu'on a dit juste avant, reconnaître et accueillir, c'est déjà accompagner. Donc, si nous on donne une place, alors je dirais même à la haute sensibilité, mais si déjà on donne une place à la sensibilité, hein, et on accueille la sensibilité, donc les ressentis physiques, les émotions, eh bien déjà on aide ces enfants, on les accompagne déjà pleinement avec cela. Puisque ça va aider finalement à aller accueillir toutes les facettes de la haute sensibilité, avec à la fois principe de réalité et optimisme. Voilà, il y a pas, c'est ni l'un ni l'autre. Je trouve que c'est l'accueil de tout cela. Après, si on reprend ce qu'on avait évoqué sur les besoins, avec notamment le fait de prendre soin un peu de tout ce qui peut être hyperesthésie, hyperstimulation et émotions intenses, eh bien, pour revenir très concrètement à cela et accompagner cela, c'est redonner déjà la place au corps. Donc, je disais tout à l'heure, l'alimentation, mais également le sommeil, le fait de limiter les hyperstimulations autres, les écrans, de pouvoir se reconnecter aussi un peu à la nature qui finalement amène un rythme et un rythme qui est beaucoup plus respectueux, hein, de notre mode de fonctionnement, hein, qui vient apaiser, hein, je dirais, ces hyperstimulations que nous avons dans nos sociétés modernes. Et j'en parle dans mon livre de l'approche d'intégration des réflexes archaïques, qui pour moi est une approche, voilà, qui mérite d'être connue dans le sens où elle explique et elle ramène à quelque chose d'essentiel, à savoir de remettre du mouvement, de pouvoir être en mouvement, de bouger, etc. Une deuxième chose, c'est place au développement de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que l'intelligence émotionnelle, c'est un équilibre entre plusieurs domaines. La perception de soi et donc l'estime de soi qui va être importante, par exemple, si j'en citais qu'un. Les relations humaines, alors oui, avec l'empathie, le fait d'avoir des relations satisfaisantes. Il y a également la capacité à exprimer, s'exprimer, s'affirmer, exprimer ses besoins, la capacité à prendre des décisions aussi et à gérer son stress. L'intelligence émotionnelle, quand j'en parle, c'est vraiment de tous ces domaines-là. Et c'est tout un apprentissage à faire, je pense, dès le plus jeune âge. Que ce soit dans le cercle familial, mais même scolaire, hein. Aujourd'hui, ça revient de plus en plus dans les établissements scolaires et même dans le monde de l'entreprise, c'est pour dire, pour réhabiliter des choses autour de ces sujets-là. Voilà, tout ce qui va être décodage des émotions, des besoins, de la communication. Une autre piste, c'est vraiment, je le disais tout à l'heure, de remettre la créativité et l'intuition vraiment au cœur aussi des choses, et donc de quelle manière, je permets à l'enfant hautement sensible d'exprimer, pleinement sa créativité. Et puis je dirais que, à partir du moment où on revient sur tout ce qui est psychocorporel, oui, qu'en quoi le psychocorporel va être important, mais j'ai envie de dire après en fonction de ce qu'on vit, il est important et ce qu'on vit l'enfant, d'avoir un accompagnement psychologique, parfois médical lorsque c'est nécessaire, hein. Ça ne veut pas dire, je reprécise quelque chose, c'est que la haute sensibilité n'est pas une pathologie, n'est pas un trouble, hein. Mais parfois, on a besoin, pour être accompagné sur certaines choses, de solliciter aussi, voilà, c'est le monde de la santé, hein, là, pour le coup. Mais on peut faire appel à tout ce qui est naturopathie, hypnose, voilà, et toute autre approche qui ramène vraiment, à apprivoiser, tous ses sens et ses émotions. Et voilà, et puis plus précisément dans mon livre, j'ai un petit carnet téléchargeable à la fin qui permet au lecteur
de trouver des astuces très concrètes aussi pour accompagner ces enfants à la douce et intense sensibilité. Ouais, le livre est très, très riche et très complet. Merci pour ce riche témoignage, pour permettre à chaque enfant hypersensible de découvrir, ce qu'est l'hypersensibilité. Un petit mot de la fin? Alors un petit mot de la fin, je vais redire ce petit témoignage d'un enfant de 6 ans et qui est d'ailleurs, dans le livre et que je trouve qui vient, finalement peut-être résumer notre échange, c'est, la sensibilité, ça vient du cœur, ça aide à rebondir. Voilà, donc non pas, de voir la sensibilité, comme, un poids, une souffrance, une faiblesse, mais vraiment comme, au contraire, ce qui nous relie à ce qu'il y a de plus, humain en nous. Ce mot, voilà, la sensibilité, ça vient du cœur et ça aide à rebondir. C'est dans le cœur et ça aide à rebondir, résumerait parfaitement pour moi. Parfait. Merci beaucoup Sylvie. Merci à toi, Sybille. Merci pour ce beau Merci. témoignage. En conclusion, comment protéger un enfant hypersensible ? Protéger un enfant hyper ou hautement sensible, vous l'aurez compris, c'est l'aider à déployer son potentiel. C'est l'aider à mieux comprendre ses émotions, toute sa sensibilité et tous ses dons. Pour aller plus loin sur le sujet, vous pouvez retrouver Sylvie sur son site sylvieportas.fr et dans son dernier livre, L'hypersensibilité chez l'enfant, aux éditions Mardaga. Je vous recommande vivement ce livre qui est riche en explications, en témoignages, en questionnaires, en jeux et outils, le tout accessible par des QR codes. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. À bientôt!